Bonjour à toutes et tous, bonjour Xavier. Nous allons parler de justice aujourd'hui et de la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Après plus de 10 ans d'enquête, le tribunal l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a surtout prononcé l'exécution provisoire de cette peine, ce qui devrait lui valoir une incarcération sous peu. Nicolas Sarkozy a dénoncé une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. Alors de quoi cette condamnation est-elle le nom? On en parle, Xavier, avec nos deux invités aujourd'hui, deux professionnels du droit. Deux professionnels, deux praticiens du droit, et c'est précisément pour ça qu'on vous a invité, pour avoir cet éclairage vu de l'intérieur de la machine. Avec nous sur ce plateau, Maître Guessigro, bonjour, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Bordeaux, et avec nous, par la magie des écrans qui est un peu plus loin, Denis Roucou, vous êtes magistrat honoraire et membre du syndicat La Magistrature. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. La première question, elle est évidente. Jefferson a rappelé cette condamnation historique. Qui eût cru qu'il y a 30 ans qu'un président de la République pourrait un jour dormir en prison? C'est la situation dans laquelle on est. Et au fond, on voit le débat qui se noue autour de cette condamnation. Alors, première question à tous les deux. Est-ce que nous sommes face à un exemple de justice ou une justice pour l'exemple? Allez-y, Maître Guessigro, et on donnera la parole à Denis Roucou après. Très bien, j'ai pas l'habitude de souffler la priorité au président d'audience. C'est pour ça que je vais en profiter. Écoutez, pour répondre à votre question de but en blanc, je pense qu'on est plutôt sur un exemple de justice ordinaire. Je ne pense pas qu'un traitement particulièrement de défaveur ait été appliqué à Nicolas Sarkozy. Et je pense aujourd'hui que, du fait de la médiatisation assez intense quand même de ce délibéré, eh bien, il y a une partie de la classe politique qui découvre des concepts comme le mandat de dépôt à effet différé, l'exécution provisoire, l'association de malfaiteurs, qui sont des concepts qui sont appliqués quotidiennement par les juridictions de Paris et de province, et qui font que, oui, la justice n'est pas aussi laxiste que certains peuvent le dire à longueur de mandat. La justice française est dure, et elle s'est appliquée en application parfaite de la loi dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, tout simplement. Donc, rien d'extraordinaire de mon côté. Denis Roucou, même question, exemple de justice ou justice pour l'exemple? Je rejoins tout à fait ce que dit Maître Gros. Je crois que nous sommes dans une justice comme celle qui est rendue au quotidien, chaque jour, par des tribunaux dans toutes les régions de France. La particularité aujourd'hui, c'est que la personne qui a fait l'objet d'une décision de justice est un ancien président de la République. Mais quant à la décision qui a été rendue, et notamment les deux points qui suscitent l'ire de certains et qui parlent de haine des magistrats, tous les jours, il y a des mandats de dépôt, en particulier en comparution immédiate. Régulièrement, il y a des mandats de dépôt à effet différé, qui sont d'ailleurs plutôt une certaine bienveillance pour la personne qui est condamnée, puisque au lieu d'être incarcéré immédiatement lors du prononcé de la décision et de partir entre deux policiers ou deux gendarmes, on laisse quelques semaines à la personne condamnée pour pouvoir se préparer à son incarcération. Et puis, l'exécution provisoire, elle existe tous les jours. Pensons aux multiples décisions qui sont rendues en matière d'infractions routières. Si lors d'un homicide involontaire, le tribunal prononce l'annulation du permis, si la personne fait appel, on dit « Ah ben non, ça s'appliquera que le jour où la cour d'appel a statué ». Comment réagiraient nos compatriotes si une personne condamnée pour homicide involontaire, en sortant du tribunal, pouvait reprendre sa voiture? Alors justement, Denis Roucou, vous évoquez le sujet qui est au cœur de cette affaire et qui fait tout l'objet de cette polémique, c'est l'exécution provisoire de la peine. Je vais m'expliquer sous votre contrôle, bien entendu, mais si ça fait débat, c'est parce que la personne qui est condamnée à une exécution provisoire doit commencer sa peine alors que les voies de recours et d'appel ne sont pas épuisés, si j'ai bien tout saisi, et vous me direz si c'est le cas. Et c'est là où les oppositions, en tout cas les soutiens de Nicolas Sarkozy, c'est dans cette voie-là que ces soutiens se sont engouffrés pour dire que c'était là où il y avait une injustice, parce qu'il a encore des voies de recours et d'appel. Expliquez-nous, Denis Roucou, et après Maître Guessigro, l'exécution provisoire, vous l'avez dit en quelques mots, ça fait partie de la vie judiciaire de tous les jours. Alors, ça fait partie de la vie judiciaire de tous les jours, et pas simplement dans le domaine pénal. Je fais juste une petite parenthèse. Depuis quelques années,
l'exécution provisoire est de droit en matière civile. Ce qui veut dire que pour qu'un appel soit recevable en matière civile, il faut que l'exécution provisoire et que donc la personne exécute la décision, sauf un certain nombre de cas particuliers. Alors en matière pénale, comme je l'ai indiqué, ça s'applique, mais ça ne retire pas toute voie de recours. Je m'explique. Dans l'affaire concernant Nicolas Sarkozy, il doit, selon la décision du tribunal, aller en détention du fait du mandat de dépôt à effet différé et du fait de l'exécution provisoire. Mais il va se retrouver, du fait de son appel, dans une position particulière qui est celle qui va être en détention provisoire. Et comme tout un chacun qui est en détention provisoire, il va pouvoir faire une demande de mise en liberté devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris, et la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris devra se prononcer pour dire on maintient la détention ou au contraire, on lève la détention avec un contrôle judiciaire ou avec d'autres modalités particulières. Donc, vous avez raison, toutes les voies de recours ne sont pas terminées. Mais il n'y a pas non plus une absence de possibilité pour l'intéressé de faire valoir ce qu'il estime devant une juridiction. Maître Guessigro, vous en tant qu'avocat, c'était la parole du magistrat. Vous en tant qu'avocat, cette exécution provisoire, vous la craignez, vous la comprenez, vous faites avec. Est-ce que ça fait partie, c'est un peu l'épée de Damoclès pour vos clients? Alors, dans notre pratique, l'exécution provisoire est pour nous une des premières atteintes qui est faite à la présomption d'innocence. Et avocat, quand on assiste nos clients, ce qu'on veut faire, eh bien, ce sont protéger ces libertés fondamentales-là, notamment. Il est vrai qu'on la combat très souvent, et c'est pour ça que, dans un premier temps, je vous ai dit que voilà, la classe politique découvrait certains concepts, mais je m'en réjouis. Je m'en réjouis qu'aujourd'hui, on mette le doigt sur l'exécution provisoire et qu'on se dise « Attention, il y a peut-être quelque chose qui, dans notre état de droit, est dangereux vis-à-vis des libertés individuelles. » Maintenant, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. Ça a été très justement dit par M. Roucou. Vous avez les comparutions immédiates. Je crois que c'est 80% de décisions à exécution provisoire qui sont prononcées dans le cadre de ce genre de contentieux. Vous avez tout ce qui est le contentieux routier. Il est logique qu'une personne qui perde son permis, effectivement, ne puisse pas conduire à la sortie de l'audience si elle est justement condamnée. Donc ça, ce sont peut-être des contentieux qui viennent un peu fausser les statistiques. Néanmoins, il y a une statistique que j'ai entendue qui me semble assez intéressante et qui concerne particulièrement le cas de Nicolas Sarkozy. C'est s'agissant des peines d'emprisonnement de 5 ans ou plus qui sont prononcées à l'occasion d'une audience. Elles sont assorties de l'exécution provisoire dans 85% des cas, je crois. Je tiens ce chiffre d'une magistrate qui s'est exprimée sur un plateau télé. Et donc, évidemment, je ne vais pas remettre la crédibilité en cause. Il me semble que l'anomalie statistique, ça aurait été si Nicolas Sarkozy avait fait partie des 15 autres pourcents. Alors oui, combattons l'exécution provisoire quand elle n'est pas justifiée. En l'occurrence, les magistrats l'ont justifiée par le trouble exceptionnel à l'ordre public et par l'effectivité que devait avoir la décision. C'est une vision assez générale qu'ont les juges en France, et notamment une des juridictions suprêmes qui est la Cour de cassation, qui dans ses décisions, quand elle aborde l'exécution provisoire des décisions pénales, nous explique qu'elle vise notamment à favoriser la mise en place de la peine, l'effectivité de la peine, parce qu'on entend beaucoup là sur les réseaux, sur les plateaux télé, sur les journaux, etc., qu'il n'y a pas de risque de récidive, donc il ne devrait pas y avoir d'exécution provisoire. Dont acte, mais non seulement l'exécution provisoire n'est pas formellement définie dans chacun de ses traits au regard du code de procédure pénale, mais en plus elle a été justifiée par d'autres critères selon les juges qui ont condamné Nicolas Sarkozy. Alors il est logique de critiquer les décisions de justice, il est logique de s'opposer en matière pénale à l'exécution provisoire parce que c'est fortement attentatoire des libertés individuelles. Maintenant, de là à nous expliquer que parce qu'il y a une exécution provisoire dans ce dossier, on n'a plus d'état de droit, de là à venir menacer des magistrats. On va y venir, Xavier. On va y venir, mais j'aimerais relancer Denis Roucou sur cette question. Est-ce qu'au fond, cette exécution provisoire, c'est une bonne question, mais pour de mauvaises raisons, puisqu'on parle évidemment de la condamnation d'un ancien président de la République. Est-ce que c'est un bon débat au mauvais moment ? Alors, je rejoins tout à fait ce que dit Maître Gros. Peut-être que dans notre dispositif juridique actuel, il manque une possibilité de saisir, comme en matière civile, où on peut saisir le premier président de la Cour d'appel pour suspendre l'exécution provisoire, peut-être qu'il faudrait imaginer qu'il y ait une possibilité
de saisir un organe judiciaire de la Cour d'appel. Je dis un organe judiciaire de la Cour d'appel parce que je ne veux pas définir lequel il faudrait mettre, mais qu'on puisse saisir un organe judiciaire de la Cour d'appel qui puisse dire oui, l'exécution provisoire doit être maintenue jusqu'à ce que l'affaire vienne au fond devant la chambre concernée, ou au contraire, non, il existe des motifs sérieux de réformation, et dans ces cas-là, on lève l'exécution provisoire. Peut-être qu'effectivement, il y aurait un outil juridique à mettre en place, mais tout de suite, attention, c'est évident que si on met en place un tel outil, ça ne s'appliquera pas simplement pour M. Nicolas Sarkozy, mais pour l'ensemble des justiciables. Attention à l'engorgement des juridictions. Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce que le politique donne les moyens à la justice de fonctionner et d'avoir suffisamment de magistrats, de greffiers et de temps pour pouvoir traiter cette question en temps et en heure ? Si on reste sur cette question, Maître Guessigro, vous l'avez évoqué un instant, mais la critique porte sur l'état de droit. Est-ce que l'état de droit est menacé à la faveur de cette décision de justice ? Ce sont les propos de Nicolas Sarkozy, je vais les rappeler, ça va s'afficher à l'écran dans ses déclarations. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance que l'on peut avoir dans la justice. Quand vous le vivez, vous, déjà, cette phrase, est-ce que vous sentez que la justice est remise en cause ? Est-ce que la séparation des pouvoirs est nette ? Est-ce que vous vous sentez attaqué, vous, en tant que praticien du droit, pour reprendre l'expression de Xavier tout à l'heure ? Attaqué à titre personnel ou même en tant qu'avocat, je ne sais pas, mais en tant que citoyen, je me pose des questions sur ces grands principes qui devraient régir la vie politique, notamment la séparation des pouvoirs qui a été réduite à peau de chagrin par la pratique qui en est faite ces dernières années par nos représentants. Quand on voit des représentants politiques comme monsieur Henri Guénaud qui va sur un plateau télé, qui demande immédiatement une grâce présidentielle d'une décision qui a été rendue la veille, on peut se poser des questions, de même que quand on voit certains députés qui relaient sur leurs réseaux sociaux des messages absolument haineux et des critiques qui ne sont pas fondées sur une décision de justice, on peut se poser la question aussi. Il est évident que la véritable atteinte à l'état de droit, elle est plutôt dans cette attitude-là, parce qu'on voudrait qu'il y ait une justice à deux vitesses, alors qu'en réalité, la justice s'est appliquée dans un cadre parfaitement légal, avec des principes qui sont selon notre code de procédure pénale. Au cours d'un débat qui a été, je le crois, en tout cas c'est le retour des intervenants qui ont eu lieu du côté des magistrats et du côté des confrères qui ont participé à cette audience, qui a été plutôt apaisé, qui allait en profondeur. Vous avez quand même des magistrats qui, dans leur collégialité, ils ont été 3 quand même à prendre une décision, ont relaxé Nicolas Sarkozy de 3 infractions sur les 4 pour lesquelles il était poursuivi. Il n'a été reconnu coupable que d'association de malfaiteurs sur les 4 autres infractions. Effectivement, il est reconnu coupable pour une infraction sur les 4. Mais s'il a été relaxé pour les 3 autres, c'est bien que les magistrats ont pris le temps de creuser le dossier. S'ils avaient été si peu impartials, comme cela a été souvent dit, aurait-il pris cette peine-là ? Je ne le pense pas. Je pense qu'au contraire, ce jugement qui fait quand même 380 pages, 400 pages, tout le monde le dit à longueur de plateau télé, encore une fois, il est motivé. C'est normal de critiquer les décisions de justice. Je le fais quotidiennement, de manière hebdomadaire. Mais pas dans ces proportions-là, et pas quand on a des responsabilités politiques, comme sont en train de le faire les personnes qui le font, qui visent, et c'est une stratégie, je crois, qui est un peu trumpienne, qui vise à complètement décrédibiliser l'autorité judiciaire, à faire croire que leur poulain, leur candidat, ou en tout cas leur parrain, comme j'ai pu entendre de la part de certaines personnes, eh bien, est une personne qui est traitée différemment. Nicolas Sarkozy nous a parlé de complot. Je pense que c'est une stratégie qui est très populiste, qui vise à polariser l'opinion, et puis peut-être pour préparer des élections. Pour faire le point avec ça, avant de redonner la parole à Xavier, juste Denis Roucou, j'aurais juste un petit rappel des faits, c'est que les magistrats et les avocats dans le milieu judiciaire appliquent la loi, laquelle loi est faite par le législateur, par les députés, dans les majorités dans lesquelles ils évoluent. Donc des majorités de droite, si on remonte à quelques années, des majorités de gauche. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, le corpus législatif qui fonde le droit vient bien du politique. Lequel politique, aujourd'hui, s'étonne des propres lois qu'il a fait voter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Denis Roux ?
Je suis complètement d'accord avec vous. Et souvenons-nous, il y a quelques mois, de la condamnation de Marine Le Pen pour aussi une question de financement, et aussi dans un contexte un petit peu enflammé, et des propos qui ont été tenus alors là, c'était pas la haine des magistrats, mais c'était déjà une question de complot. Non, la peine d'inéligibilité, elle a été votée par le Parlement, et notamment à la suite d'un certain nombre d'affaires de financement occulte des partis politiques. Donc c'est bien l'arroseur arrosé, si je puis dire. On ne peut pas reprocher aux magistrats d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée. Et puis, juste un point, comme l'a justement redit Maître Gros, c'est une collégialité qui a décidé. Et cette collégialité a rendu une décision en partie avec des relax, en partie avec condamnation. Mais cette affaire, ce n'est pas juste 3 juges qui l'ont examinée. C'est une affaire qui a duré 10 ans. Au cours de ces 10 ans, il y a plusieurs juges d'instruction qui l'ont examinée. Il y a plusieurs chambres de l'instruction qui l'ont examiné. Il y a la chambre criminelle de la Cour de cassation qui l'a examiné. Je ne parle pas des magistrats du parquet qui l'ont aussi examiné. Donc il y a des dizaines de magistrats qui ont examiné cette affaire. Donc aller parler de vengeance ou aller parler de haine, c'est vraiment un discours médiatique destiné quelque part peut-être à enfumer, entre guillemets, l'opinion, mais ce qui est quand même grave et regrettable de la part de responsables politiques qui sont censés quand même avoir un discours où ils puissent critiquer une décision. Moi, je ne dis pas que la décision, elle ne peut pas être critiquée, mais qu'on critique une décision, c'est une chose, mais qu'il y ait un vocabulaire de haine et de vengeance qui soit mis en œuvre, c'est vraiment une atteinte profonde, je trouve, à l'état de droit qui est déjà suffisamment malmené. Xavier. Denis Rocoux, justement, pour rebondir à ce que disait notre invité, il parlait de stratégie trumpienne. Aujourd'hui, de votre point de vue, est-ce que cette question de l'état de droit est-il en danger ? Alors, je crois que lorsque les plus hautes autorités de l'État qui sont censées défendre un certain ordre juridique critique de façon extrêmement forte l'autorité judiciaire, cela fragilise considérablement les décisions que peuvent rendre les magistrats, non seulement dans des affaires médiatiques, mais j'ai envie de dire dans toutes les affaires, parce que les citoyens qui sont amenés à comparaître devant une juridiction, pourquoi ne porteraient-ils pas les mêmes critiques que celles que portent les plus hautes autorités ou les anciennes plus hautes autorités de l'État ? Justement, pour faire le lien avec tout ça, Denis Rocoux, poursuivez pour conclure. Oui, je dis, fragiliser l'état de droit, ça revient à porter atteinte à l'équilibre démocratique qui doit exister. Et on sait bien que nos démocraties aujourd'hui sont extrêmement fragiles. Alors si, en plus, j'ai envie de dire, de l'intérieur, on les fragilise, il y a une grande inquiétude pour l'avenir. Mais justement, je voulais faire le point sur un sujet, vous l'avez évoqué, Denis Rocoux, plus de 10 ans d'enquête. Les faits concernent la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné en 2025. Maître Guessigro, plus de 10 ans d'enquête, des faits pour une affaire qui date de 2007, qui a abouti seulement maintenant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce temps judiciaire ? Parce que c'est extrêmement long. La peine qui est prononcée aujourd'hui renvoie à des faits qui remontent à 2007. Est-ce que ça a du sens, tout ça ? Et vous le vivez tous les jours dans les décisions de justice, cette notion de temps. Alors sur ce dossier en particulier, je pense qu'il y a des circonstances un peu extraordinaires qui ont fait que... Relatives à la complexité de l'affaire. Voilà, ça a allongé, à mon avis, la durée de la procédure. Elle est complexe, il y a une dimension internationale, il y a eu des faits qui ont été révélés au fur et à mesure, il y a eu de nombreux recours, on est monté, Denis Rocoux l'a dit, jusqu'à la chambre criminelle. Ça, nécessairement, ça a pu allonger les délais de procédure. Il y a le Covid qui est passé par là entre-temps aussi. Maintenant, on sait que, de manière générale, le temps de la justice est un temps qui est très long. C'est ainsi, et c'est ainsi parce que la justice manque de moyens, tout simplement, parce qu'il nous faut plus de juges, plus de greffiers pour pouvoir examiner les dossiers et avancer de manière plus rapide. Il est évident que quand on prononce une peine 15 ans après le début des faits, que ce soit pour Nicolas Sarkozy ou pour d'autres affaires,
cette peine en elle-même a beaucoup moins de sens. Il est évident qu'elle a beaucoup moins de sens pour la personne qui reçoit cette peine, qui peut-être, après avoir été délinquant 10 ans plus tôt, a refait sa vie, et quelqu'un de parfaitement inséré, personne dont on parle peu sur les plateaux télé et dans les journaux, mais ils sont la majorité et ils existent. Et ça n'a pas de sens aussi pour les victimes. J'ai eu l'occasion d'accompagner une victime de viol. Son procès a eu lieu 7 ans plus tard. C'est difficile à entendre de ce côté-là aussi. Donc oui, il faudrait que les pouvoirs publics se saisissent de ça et allouent encore davantage de moyens à la justice. Mais la justice, vous savez, ce n'est quelque chose qui n'intéresse nos politiciens que quand ils y sont confrontés, comme Nicolas Sarkozy, encore une fois, et ses sbires qui découvrent la réalité de la pratique que l'on a, nous, au quotidien, de tout ça. De la justice. Denis Roucou, par rapport à ce que disait Maître Guessigro, c'est-à-dire que là, les législateurs en général, enfin pas tous, en tout cas les proches de Nicolas Sarkozy, ont un peu le prix « Bonjour, j'arrive ». C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une vraie question, celle du temps judiciaire. Il y a la question des moyens, et puis il y a aussi le fait qu'à partir du moment où des magistrats instructeurs sont amenés à faire des investigations à l'international, c'est des investigations qui prennent énormément de temps. Ça va beaucoup plus vite pour faire un clic, pour déplacer de l'argent d'un compte frauduleux vers un autre compte frauduleux, que d'avoir les résultats auprès des établissements bancaires pour un magistrat qui sait savoir les versements qui ont été faits par X à Y, dans quelles conditions ont-ils été faits. Alors, là, il y a deux chronologies distinctes. Il nous reste 2 minutes pour conclure, messieurs. Je voudrais qu'on revienne sur le sort de Nicolas Sarkozy, ce qui lui arrive. En quelques mots, essayer de nous résumer la situation. Il a rendez-vous le 13 octobre en vue de sa probable et formellement incarcération. Comment ça va se passer ? Ça veut dire qu'il quittera le bureau, le tribunal, escorté, menotté, direction la prison. Et après, une fois, comment ça va se passer à l'intérieur pour lui ? Maître Guessigro, pour commencer. Dans cette affaire, il y a en quelques mots. Quelques mots, je vais être rapide. Il y a ce mandat de dépôt à effet différé qui a été appliqué, ce qui est un privilège. Et puis, je me permets, désolé de faire une ellipse. C'est un condamné privilégié. Il a l'occasion d'aller défendre son point de vue devant les journalistes, ce que n'ont pas l'occasion de faire les concitoyens qui vont devant, encore une fois, ce qu'on pourrait appeler la justice du quotidien. Lui a été donné une date de rendez-vous à laquelle il devra se rendre, et là il connaîtra sa date de mise à écrou, c'est-à-dire la date à laquelle il sera formellement incarcéré, et il devra se présenter ce jour-là à la maison d'arrêt, tout simplement. On peut se poser la question, si ce n'est sur le principe, sur l'opportunité de cette exécution provisoire, parce qu'il est probable qu'il dépose une demande de mise en liberté, et la demande de mise en liberté est encadrée, elle, par des critères qui sont strictement limitatifs. Le code de procédure pénale est exhaustif, et quand on les prend un par un, que ce soit le risque de récidive, le risque de conservation des preuves, le risque de pression sur les victimes, par exemple, on peut se dire qu'il a de fortes chances d'être libéré. Donc c'est peut-être là qu'il aurait fallu critiquer avec un peu plus de finesse que ce qu'on a pu entendre l'exécution provisoire de cette décision. Et Denis Roucou, il vous reste une petite minute pour appuyer, abonder, préciser le propos de Maître Guessigro sur l'avenir judiciaire, en tout cas peut-être carcéral, de Nicolas Sarkozy. Je partage totalement ce que vient de dire Maître Gros. Voilà, laissons faire la suite des événements, laissons faire les recours qui pourront exister et attendons de voir les décisions qui pourront être prises par d'autres juridictions. Je voudrais juste faire une petite incise sur la critique des décisions de justice. Au moment de l'affaire Urbain, donc alors effectivement c'est peut-être de l'archéologie judiciaire, mais c'était sur le financement occulte du Parti socialiste à l'époque. Le ministre délégué à la justice de l'époque, Maître Kiechman, pourtant un grand avocat que j'admire, avait parlé de cambriolage judiciaire à propos de la perquisition qu'avait effectuée le juge Jean-Pierre dans les locaux d'Urbain. Voilà, donc on sent... Il y a quand même une histoire longue sur la critique de la décision de justice, et y compris sur la question des financements politiques. Denis Roucou, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer tout ça. Maître Guessigro, également merci pour ces explications, beaucoup de pédagogie, et c'était nécessaire sur ce sujet. Et un débat apaisé, merci extrêmement à tous les deux. Politique. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Et ben voilà.